Le problème qu'il y a dans les organisations qui ont essayé ou qui ont dit qu'elles passaient à l'agilité, c'est qu'elles ont conservé en même temps leurs anciens process, leurs anciennes hiérarchies, leurs anciennes façons de travailler, où elles ont imposé des gros outils. Et donc tout ça, c'est à l'opposé de l'agilité. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin de reporting est de plus en plus fort, Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Claude Aubry qui se définit dans sa bio comme un papé agile radical. Donc on va en parler un petit peu de ce que ça veut dire derrière. Bonjour Claude. Bonjour. Et donc du coup Claude, toi, ça fait combien de temps ? 40 ans que tu es dans l'agilité, 20 ans que tu es agile, je sais même pas. Alors 40 ans l'agilité, peut-être pas quand même, puisque là, je mets la date de naissance en 2001 quand même, donc disons que ça fait 20 ans. 20 ans. Voilà. Mais 45 ans dans l'informatique quand même, ouais. 45 ans dans l'informatique, 20 ans dans l'agilité, et donc du coup tu dis que t'es devenu un papé radical sur l'agilité. Alors pourquoi la radicalité sur ce concept du coup ? Alors déjà, pourquoi un papé ? Parce que déjà il y a un bout de temps dans les conférences agiles, on me traitait avec d'autres de papy, j'aimais pas trop ça, et maintenant je suis grand-père, et donc je suis grand-père et mon petit-fils m'appelle le papé, je suis son papé. Et okay. Donc papé. Alors pourquoi radical ? Radical, ça vient de l'agilité radicale, qui est un mouvement collectif qu'on a lancé à quelques-uns au moment de du Covid. On a réfléchi un peu à l'agilité, on s'est dit il faut renouveler peut-être quelque chose, relancer quelque chose, et c'est devenu l'agilité radicale. Et du coup, ça, c'est en opposition avec quoi, l'agilité qui est molle ? C'est quoi c'est pas en opposition. C'était radical. Ça signifie retour aux sources, retour aux racines. C'est un retour aux racines. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a fait ça pour on était quelques-uns et avec beaucoup d'autres en fait à dire que l'agilité, il y avait des évolutions, il y avait trop de choses maintenant dedans, il fallait revenir à l'essentiel et aux racines. Voilà, c'était l'idée là, en ancrant dans la réalité d'aujourd'hui, parce que le manifeste agile, il a quand même plus de 20 ans, il s'est passé des choses depuis, notamment les problèmes climatiques, les problèmes écologiques. Donc l'idée, c'était d'ancrer dans la réalité d'aujourd'hui l'agilité, mais avec évidemment ce retour à l'essentiel. Ok. Et donc du coup, alors t'as dit deux choses. T'as dit la partie l'évolution du monde, notamment sur la partie environnementale, qui là, dit comme ça, pour moi, n'a aucun impact sur l'agilité, sur ce que le manifeste agile dans la façon dont il est dit. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu le lien que vous y faites. Et le second point, ce que tu disais, c'était qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient créées. J'imagine que tu parles de framework, de méthodologie, de plein de choses autour de la partie agile, ou c'est pas ça dont tu parles? Voilà. Alors sur le premier point, le réchauffement climatique, c'est une chose qu'on peut pas ignorer aujourd'hui. Le lien avec l'agilité, c'est que l'agilité, ça fait des produits, ça rend des services qui ont évidemment un impact sur des gens, sur des environnements, sur le vivant. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir et d'intégrer ces réflexions au moment où on va réfléchir à ces produits, les créer, les concevoir, voir leur usage et tout. Donc,
Voilà, donc ça part de l'idée que l'agilité c'est un outil et que tous les outils ils ont une intention, que l'agilité est au service donc d'une intention, et que dans cette intention, faut prendre en compte les enjeux d'aujourd'hui, donc les enjeux socio-économiques. Tous les outils ont une intention, c'est intéressant ça. C'est pas commun de l'entendre, dans le sens où si on parle d'outils SaaS, puisque moi je suis éditeur SaaS, les gens réfléchissent pas du tout à l'intention qu'il y a derrière l'outil, et tu vois, quand tu reçois un cahier des charges, une liste de fonctionnalités à l'après-vert, c'est cocher des cases, et en fait les outils ont des philosophies. Les outils ont des philosophies plus ou moins collaboratives, plus ou moins dans la transparence, dans la complexité, etc. Et donc même si à cochage de cases égales, le produit n'a pas le même impact ou même la même façon. Donc il y a une intention derrière les outils. Je suis assez d'accord avec ça, mais c'est souvent pas du tout regardé et pas du tout conscientisé par les équipes qui regardent les outils. Oui, effectivement. Souvent, encore plus quand les outils sont pas choisis vraiment, mais imposés effectivement par d'autres. Hein, donc, on oublie l'intention. Un des problèmes. Alors, on évoque ce sujet-là. Hein, moi, j'étais très intéressé par les outils il y a quelques années. J'ai travaillé chez des éditeurs d'outils, de génie logiciel à l'époque, et puis j'ai passé pas mal d'années de ma vie à développer un outil qui s'appelle iScrum, hein, qui était un outil qu'on a commencé avec des étudiants, qui permettait qui existe toujours, je pense, hein, et j'étais product owner en quelque sorte de cet outil pendant 6-7 ans, donc je me suis beaucoup investi dans cet outil, et voilà, donc c'était extrêmement intéressant. Alors maintenant, avec l'agilité, j'ai un regard un peu différent sur les outils qu'on peut utiliser pour mettre en place l'agilité. Et en quoi différent? C'est quoi qui a changé dans ton regard sur les outils, du coup, par rapport à ton expertise ou ton regard sur l'agilité? Alors, écoute, le regard qui a changé, c'est déjà le côté low-tech qui est arrivé avec l'agilité. L'agilité est venue avec l'idée du management visuel quand même. Donc le management visuel, les post-it, hein, par exemple. Hein, donc voilà. Donc à l'époque, par exemple, dans iScrum, on avait des post-it virtuels et on se posait la question. Hein, donc comment on peut coupler l'usage des post-it, qui est quand même bien. On fait un stand-up, une mêlée quotidienne, on manipule des post-it, ça c'est quand même une bonne chose. Comment on peut coupler ça à des outils qui ont aussi leur intérêt derrière. Voilà, donc on s'est quand même pas mal fait des nœuds sur ce genre de choses. Voilà, puis après l'évolution, je me suis un peu détaché des outils parce que il y a des gros outils qui sont arrivés du genre Jira qui, à mon avis, ont fait perdre l'idée de la simplicité qu'il y avait dans l'agilité. En fait, c'était des outils qui, justement, leur intention, c'était pas de l'agilité au départ, puisque c'était des outils de ticketing, en gros, hein, donc avec les tickets qui ont été adaptés ensuite à l'agilité, mais avec on a apporté des choses qui étaient bien lourdes. Donc voilà, c'est devenu de la bureaucratie, et les développeurs en ont beaucoup souffert, hein, donc voilà. Et puis alors l'autre retour qu'on peut faire sur l'agilité, c'est aussi avec le confinement et le Covid, en fait, où là, et évidemment, on a été forcé d'utiliser des outils, évidemment, et on a constaté que les équipes se sont très bien adaptées, en fait, à ce travail à distance, hein, dans un premier temps. Si on regarde maintenant quelques années plus tard, hein, j'ai pas mal discuté à la conférence Agile Grenoble avec des équipes, et malheureusement le constat qui est fait un peu plus tard, c'est que on n'a pas retrouvé l'esprit d'équipe qu'il y avait avec la colocalisation, qui est pas forcément revenu partout, et c'est sûrement un problème actuellement
dans les équipes, c'est d'être resté pas mal sur des outils qui marchent bien. Enfin, je parle en porte des outils de visio par exemple, mais il y a le risque de perdre un peu les rencontres en face à face qui sont quand même à la base de la coopération. Ok, donc toi déjà tu vois il y a un changement profond. Sur la coopération, c'est intéressant à la base donc c'est plus parce que à la base, si on parle de chronologie dans le temps, avant on pouvait pas collaborer si on n'était pas en face. Il y a des technologies qui arrivent, c'est possible, mais maintenant il y a des équipes entières qui ne collaborent que initialement comme ça. Donc en remote, etc., avec des équipes worldwide ou autre. Et c'est aussi une beauté du monde d'aujourd'hui de dire ma capacité de travailler avec des gens complètement culturellement à l'étranger, etc., apporte une richesse à ce qu'on fait. Et donc du coup, la question de la normalité de est-ce que c'est la base de travailler en face-to-face dans la vraie vie physique ou à l'étranger, c'est un rapport au monde qui change en fait. Mais est-ce que c'est mieux, bien, etc. On peut poser la question, est-ce que c'est plus efficace, dans quel contexte, est-ce que ça a des troubles, est-ce que ça apporte des troubles ou des problèmes sur des individus ou des groupes, ça c'est une chose, mais est-ce que ça c'est la base, c'est de travailler dans les mêmes locaux. Il y a une question là, on se pose sur la question plus de la morale ou de l'éthique versus de ce que on peut faire et de ce qui est efficace. Je pense, ou alors c'est un regard que je sais pas si mon propos est clair. Oui, effectivement, c'est un débat intéressant, hein, donc qui existait un peu avant le Covid, et on disait plutôt, il faut quand même que l'agilité, les équipes agiles soient colocalisées, c'est quand même mieux dans la mesure du possible, hein, c'était pas toujours le cas, mais c'est quand même mieux. On avait aussi l'expérience qui date depuis longtemps des équipes qui travaillent ensemble en open source, en fait, sur tous les logiciels libres qui étaient la plupart du temps à distance et ça donnait quand même des résultats intéressants, effectivement. Donc la cathédrale et le bazar. Ce livre, il est incroyable sur la compréhension d'une dynamique de collaborativité d'inconnu. Au début d'inconnu, ce phénomène quand même de dictateur au milieu qui accepte toujours les contributions, tout en entraînant un collaboratif autour de ça. Il est génial, et c'est vrai que tu as entièrement raison. La question de l'agilité, là, c'était extrêmement agile, la façon dont c'était fait, et pourtant c'était complètement décentralisé. Oui, alors donc ça fait poser des questions importantes, hein, effectivement, sur le travail en équipe. Hein. Le constat qu'on a pu faire à quelques-uns, c'est quand même que ça avait dégradé la qualité du travail, de pas peut-être de parvenir à quand même de la colocalisation pour la plupart des équipes, hein, que c'était quand même une dégradation dans les relations. Et ça, quand tu l'as fait, c'était intéressant, c'est sur des équipes, parce que tu as une question d'équipes qui se sont construites initialement sur ce format-là, et d'équipes qui se sont, parce qu'en fait, si tu prends une équipe qui ne l'était pas, qui était pas agile à distance, que tu mets agile à distance de manière hardcore, comme avec le Covid, là, forcément, l'expérience, elle est dégradée dans la qualité. Mais si tu prends le temps de créer une équipe initialement à distance, je suis sûr que tu les forces à venir au boulot à Paris, se tapant les 45 minutes de métro tous les jours pendant 3 mois. Tu vois, l'expérience de est-ce que le code va être dégradé? Je pense aussi, tu vois, parce que le kiff d'aller bosser dans ces conditions-là, pour eux, il est pas adapté au choix de vie qu'ils avaient fait. Donc, est-ce que c'est le changement pour des gens qui n'avaient pas choisi ce changement-là ou pas, tu vois? Bien sûr, oui, je pense que c'est la clé, effectivement, pour pouvoir travailler à distance. Il faut se connaître, en fait, hein, il faut se connaître, il faut prendre le temps de se connaître. Donc moi je mets beaucoup en avant depuis quelque temps l'idée de faire lorsqu'on constitue une équipe, de faire ce que j'appelle un prélude, hein, c'est-à-dire de passer du temps ensemble pour créer des liens, en fait, hein, pour créer des liens, pour apprendre à se connaître. Parce que oui, comme tu l'évoquais, la difficulté dans qu'on a vu récemment, c'est parce que il y avait des équipes qui étaient formées sans s'être jamais vraiment rencontrées ou d'avoir
avoir pris le temps de se connaître. Donc pour se connaître, voilà, il faut passer un peu de temps et on pense que quand même c'est mieux de passer ce temps ensemble en présentiel, donc de passer, je sais pas, une semaine, 10 jours ensemble pour apprendre à se connaître quand on constitue une équipe et pour pouvoir ensuite travailler à distance dans de bonnes conditions en fait. Voilà, donc c'est là que ça permet de se connaître mieux, et puis ça permet aussi, l'autre intérêt, c'est que ça permet de connaître l'environnement, notamment tout ce qui est environnement des humains, les parties prenantes, donc toutes les personnes qui sont pas dans l'équipe mais qui ont évidemment une influence sur ce que peut faire l'équipe en fait, et de se mettre d'accord sur les points essentiels, donc par exemple une vision du produit qu'on va faire et une mission pour l'équipe. Ok. Toi aujourd'hui tu parlais donc qu'il y avait besoin un peu d'un retour aux sources sur l'agilité. C'était un peu la discussion que tu as eue avec ton réseau, avec les mouvements que tu fréquentes. Est-ce que tu penses que c'est un retour aux sources, donc ça ok, mais tu as dit aussi qu'il y avait une évolution de l'intention, puisque le monde change. Est-ce que tu penses que demain, en fait, même si le manifeste agile est une méga bonne base, on va besoin d'avoir d'un autre manifeste vraiment radicalement différent, parce que le monde a trop bougé, par exemple, je dis des bêtises, mais l'agilité est devenue aussi, et le manifeste agile est venu en opposition à la façon dont on faisait du software en mode cathédrale, en mode effet tunnel, etc. C'est aussi une réaction à un monde de l'année 2000, quoi. Enfin, tu vois. Aujourd'hui, le monde, même s'il y a encore beaucoup de raisons pour lesquelles il est légitime d'en parler et de le remettre au centre de la question. Est-ce que les combats principaux sont toujours au même endroit? C'est une question vraiment comme tout manifeste en réaction. Est-ce que c'est toujours les réactions, la réaction sur laquelle il s'est porté, est-ce que c'est toujours la principale sur laquelle on doit lutter? Alors d'abord, je pense pas qu'il faille de nouveaux manifestes en fait. On avait au moment de créer l'agilité radicale, un peu plus tard, on a dit on va faire un manifeste agile radical qui était pas un nouveau manifeste, mais qui était juste une extension, pardon, c'est pas extinction. Extinction. Voilà. Un reset complet. Un lapsus, c'est tout. Mais enfin, ça se discute, c'est intéressant. Et voilà, une évolution, une réactualisation. Voilà, moi alors sur les combats à mener effectivement, donc j'ai eu la chance de connaître moi l'agilité dès le début, donc de participer au premier combat. Les combats à l'époque c'était contre le cycle en V, le cycle en V, donc les gros processus, les big bang à l'intégration, des choses comme ça en fait. Voilà, et donc c'était intéressant, et je pense que l'agilité a gagné pas mal de combats et a fait ses preuves là-dessus. Mais il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés, et les problèmes qui sont arrivés, c'est le fait que il y a eu notamment dans les grandes entreprises, il y a eu une résistance de ce que j'appelle le management tayloriste, fordiste, qui a ensuite été modernisé avec le néolibéralisme, mais qui a créé des façons de travailler qui sont qui a gardé des façons de travailler qui sont à l'opposé de l'agilité en fait. Et donc le problème qu'il y a dans les organisations qui ont essayé ou qui ont dit qu'elles passaient à l'agilité, c'est qu'elles ont conservé en même temps leurs anciens process, leurs anciennes hiérarchies, leurs anciennes façons de travailler, où elles ont imposé des gros outils. Et donc tout ça c'est à l'opposé de l'agilité. Donc la difficulté vient du fait que on n'a pas vraiment fait de transition à l'agilité dans ces grandes entreprises en fait. On a conservé ce qu'il y avait avant, on a essayé de rajouter des choses qui ressemblaient à l'agilité, mais est-ce que du coup, parce que moi, ce que j'entends, je dis non, il n'y a pas de,
comment dire, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement à apporter au manifeste agile, etc. Et donc du coup, tu penses que les 4 valeurs et les 12 principes, ok, sont toujours les points clés pour amener une organisation à faire du bon logiciel? Alors, c'est une question intéressante qui ouvre à plein de choses. Alors déjà, je pense que l'agilité, on va pas la laisser seulement, voilà. Je pense qu'elle a de l'intérêt en dehors du logiciel. On constate maintenant que l'agilité peut s'utiliser dans ce que j'appelle le domaine de la connaissance, en fait. Tout. Le knowledge work, donc c'est par opposition au monde industriel. Donc tout ce qui est monde de la connaissance est a priori là où il y a de l'incertitude des évolutions rapides. Donc l'agilité est probablement bien adapté à développer ce genre de service dans le monde de la connaissance. Le deuxième point, c'est très intéressant ce que tu as dit en présentant le manifeste. 4 valeurs et 12 principes. Alors, ça se discute sur le fait que ça soit des valeurs. En fait, alors là, je fais une critique sur le manifeste tel qu'il était fait à l'époque. Il est formulé et c'est pas ça évidemment le manifeste avec ses valeurs c'est pas vraiment des valeurs à mon avis, on peut y revenir, qui va permettre de développer du bon logiciel. J'en suis venu à l'idée que c'est pas sur des valeurs qu'il faut baser l'agilité, mais c'est sur des principes en fait. C'est plutôt sur des principes, parce que les valeurs, quand on en discute, les gens sont assez facilement d'accord. Ah oui, c'est des belles valeurs et tout, on va les faire et tout. Mais c'est des évaluations personnelles et voilà, on peut pas en faire grand chose, et c'est pas ça qui va permettre donc de vraiment travailler ensemble, de coopérer, etc. Donc plutôt sur des principes. Donc là, je me suis un peu cassé la tête ces derniers temps à revenir aux principes fondamentaux. Donc les principes fondamentaux, les deux de base, c'est des équipes auto-organisées, donc l'auto-organisation des équipes, et puis le deuxième, on peut dire que c'est les boucles de feedback orientées utilisateurs, donc deux principes fondamentaux de l'agilité, qui sont des fondamentaux, c'est-à-dire que c'est ce qui est essentiel, c'est des choses, si on suit pas ce genre de choses, on peut pas, on n'est pas dans l'agilité, on est ailleurs effectivement. Et puis en réfléchissant à la situation d'aujourd'hui, on a rajouté la robustesse de l'équipe, la robustesse de l'équipe qui avec l'idée qu'une équipe, elle doit avoir la capacité d'être robuste dans le sens de pouvoir prendre en compte des événements dont on ne sait pas ce qu'ils seront. On est dans un monde très incertain, et donc les équipes doivent se préparer à des choses qu'elles ne connaissent pas encore, en fait. Donc on peut parler d'adaptabilité plutôt que de dire que les équipes doivent être adaptables. Plutôt que de parler d'adaptation, on va parler d'adaptabilité. Donc la capacité à pouvoir réagir à des choses inconnues encore et les prendre en compte. Et puis le dernier principe fondamental, c'est celui qui vient en opposition avec la flexibilité qu'on a voulu faire passer, que certains font passer pour de l'agilité. La flexibilité du travail, c'est à l'opposé de l'agilité en gros, et donc c'est une recherche de l'optimisation des ressources pour faire du profit. Et donc là, pour se situer dans la démarche qu'on a présentée au début, aujourd'hui, il y a des enjeux climatiques et sociaux. On met en avant la sobriété du résultat qu'on va produire. Mais du coup, tu vois, pour moi, ça reste, je suis désolé, un peu obscur. Quand tu prends les 4 valeurs, ok, sont cool, il y a pas de personne peut s'opposer un peu aux valeurs, ou alors vraiment, faut vraiment aller chercher quelque chose profond en soi, où tu te dis,
aux individus ou les organisations plutôt qu'aux process et aux outils, bah oui, bien sûr, l'humain avant tout, etc. Un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive, ok. La collaboration avec le client, ok. L'adaptation au changement plutôt qu'avec l'exécution d'un plan, ok, très bien. Quand on prend après les 12 principes, ils sont extrêmement liés au logiciel. Tu vois, il y a des mots très développeur, architecture, tu sais, je veux dire, Voilà, c'est oui. pas comme si c'était comme si c'était une surcouche, quoi. C'est ancré dans les principes. Donc du coup, moi, ma question, c'est quand on dit on veut que le manifeste agile, en fait, on le déploie sur un périmètre plus large que le pur logiciel. En fait, il y a d'un coup les principes un peu actionnables quand tu es sur une équipe tech avec des utilisateurs, etc. Ils sont déjà, il y a une distance qui se crée parce qu'ils sont un peu moins applicables tels quels, parce que moins proches, moins. Donc là, tu vois, j'ai du mal à comprendre un petit peu le côté de dire, mais aussi le manifeste, on peut l'utiliser pour utiliser la connaissance en général. D'accord, oui, merci pour ta question, effectivement, qui va permettre de préciser un peu ce qu'on peut faire du manifeste, et puis aussi un peu la réception de l'agilité en dehors du logiciel. Effectivement, on constate que souvent on nous dit, quand on essaye de présenter l'agilité en dehors du logiciel, que c'est encore vous utilisez des mots bizarres, c'est quand même très technique et tout, donc effectivement c'est pas facile. Donc sur le manifeste, je pense qu'il faut pas vraiment, enfin le manifeste agile de 2001, je pense d'abord qu'il est quand même pas très connu, il y a plein de gens qui le connaissent pas, il y a plein de gens qui le connaissent pas, et qu'il faut pas spécialement en parler, en fait, voilà. À mon avis. Et donc parce que effectivement alors ce qu'on peut appeler les valeurs comparatives, les quatre, les individus et les interactions, plus que les process et les outils et tout. Donc voilà, tout ça c'est bien gentil, c'est bien, mais ça effectivement c'est pas ça qui permet de mettre en place l'agilité. Qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça donc que je parlais des principes. Alors il y a effectivement des principes du manifeste agile, les 12. Là, en réfléchissant à l'agilité, on en a redéfini en fait des principes, 12 aussi, mais qui sont plus qui sont moins liés au logiciel, en tout cas, et qui ont une portée plus générale et plus vaste pour pouvoir utiliser l'agilité dans d'autres pour autre chose que des développements de logiciels. Du coup, c'est un peu l'idée, c'est un espoir effectivement, mais voilà, qui reste, ça reste à voir comment ça peut. Donc, à date, ce côté remix des 12 principes, on va dire actionnables, c'est quelque chose que tu as travaillé avec d'autres personnes, tu l'as écrit, c'est un process. C'est dans le cadre, pour parler de l'agilité radicale, on est un collectif et on travaille depuis quelques temps, même quelques années, sur un outil qui est la fresque de l'agilité, en fait. Donc, la fresque de l'agilité, alors comme il y a une fresque du climat, il y avait plein d'autres fresques. Voilà, donc c'est sur ce modèle-là, c'est-à-dire donc d'essayer de sensibiliser à l'agilité en partant des problèmes rencontrés sur le terrain, en fait. Voilà, donc on a été amené à réfléchir un peu à un modèle, en fait, un modèle avec des principes fondamentaux et des principes. C'est dans ce cadre-là, donc que je parlais de 4 principes fondamentaux et de 12 principes qu'on utilise, alors qui sont tout à fait discutables, qui pourront évoluer, mais c'est ceux qu'on utilise actuellement dans la fresque. Cette notion fresque agilité, ça, c'est depuis combien de temps que vous l'avez travaillé? Voilà, on a commencé à y réfléchir il y a 3 ans, je pense. Donc ça a été fait. C'est présent du travail. Il y a eu beaucoup d'expérimentation dans des conférences agiles et ça a évolué. Et donc, on va la présenter la semaine prochaine à Agile Tour Toulouse. C'est jeudi et vendredi prochain, donc 13-14 juin, et c'est sous format open space, donc forum ouvert, et donc on va proposer la fresque de l'agilité dans ce cadre-là, par exemple. Ouais. Trop bien. Et donc du coup aujourd'hui, si pour aller un peu plus sur les choses qui agitent le monde
de l'agilité ou globalement dans tous les cas des gens qui font du software en France, là où je connais dans tous les cas, il y a beaucoup de pilotes d'organisation qui voient aujourd'hui dans des frameworks comme Safe, pas que, mais comme Safe, une réponse à l'agilité organisationnelle. Donc comment vraiment on passe à l'échelle cette volonté de faire du software de manière plus précise, etc. Et j'ai eu plein de DSI aujourd'hui sur le podcast de BPI ou autres qui ont vraiment pour eux ça a été des succès de désilotage des organisations, etc. C'est quoi toi, ton regard sur ce framework, sur son application? Est-ce que tu as pu travailler avec des équipes qui l'ont utilisé, enfin des entreprises qui l'ont mis en place? C'est quoi les points positifs, les points négatifs? Preneur de ton retour d'expérience. Très bien. Donc la question, donc c'est ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Effectivement, ces frameworks ont répondu, qui ont répondu à des attentes probablement de sécurité des DSI qui retrouvaient des choses qu'elles pouvaient perdre avec l'agilité. On a cité l'auto-organisation par exemple. L'auto-organisation, l'auto-organisation jusqu'où ça va? Ça veut dire que les équipes peuvent prendre des décisions. Alors oui, les DSI ou le management, ils peuvent avoir l'impression de perdre du pouvoir. Donc évidemment quand ces frameworks comme Safe sont apparus en leur disant ça on va retrouver des rôles, on va retrouver il y a quand même de la hiérarchie, on va garder tout ça, évidemment ils se sont jetés dessus. Ce qui peut expliquer qu'ils aient eu du succès. Je pense qu'on en revient je connais pas j'ai arrêté moi j'ai jamais utilisé Safe, j'en suis très content. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on peut faire de l'agilité à l'échelle sans avoir de framework. C'est ce que j'ai fait ça dans les organisations. Donc en partant et qu'il faut la retarder au maximum, c'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer avec des équipes, que les équipes deviennent auto-organisées, qu'elles acquièrent un certain nombre de compétences, de capacités à travailler ensemble, et qu'ensuite on puisse se poser des questions sur comment les organiser à l'échelle. On n'a pas besoin, et à mon avis, c'est une très mauvaise idée d'imposer tout de suite une organisation à plusieurs équipes. Donc là, on revient typiquement dans la hiérarchie commande et contrôle qui sont à l'opposé de l'agilité. Donc, en gros, pour moi, ça, c'est pas de l'agilité. C'est pas de l'agilité, c'est la continuation du management moderne, actualisé avec des idées qui viennent peut-être de l'agilité, mais qui sont dans un carcan de processus qui font que ça n'est pas vraiment dans l'esprit de l'agilité, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on parlait de principe. Souvent ici, dans ces équipes-là, il n'y a pas d'auto-organisation, il y a de la souffrance au travail et tout. Donc voilà ma position. En fait, j'ai l'impression que c'est un discours anarchique, c'est-à-dire en fait, si on ne laisse pas les équipes s'auto-organiser, qu'on met en place un cadre organisationnel contraint, donc hors de l'auto-organisation, on n'est pas dans l'agilité. Alors c'est pas exactement ce que j'ai dit, ou je me suis mal exprimé, effectivement. Non, c'est pour ça que j'aimerais bien comprendre la nuance. Pour moi, de l'extérieur, c'est ce que j'en comprends. Oui, effectivement. Alors c'est des questions intéressantes qui abordent des problèmes de décision derrière et d'autonomie des équipes. Si on impose une façon de travailler aux équipes de l'extérieur, on peut considérer qu'on n'est pas dans l'auto-organisation, effectivement, puisque on leur impose une façon de travailler. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut des discussions, en fait. Il faut des discussions sur les missions de l'équipe et sur les responsabilités. Moi, je définis maintenant, alors, je parle pas du tout, moi, d'agilité organisationnelle. Je pense qu'il y a qu'une seule agilité, c'est celle que j'ai évoquée juste avant. Et que, ça définit l'agilité d'une équipe avec donc des principes fondamentaux, et que l'agilité d'une organisation, moi, je l'ai définie comme la capacité, donc, de cette organisation à faire prospérer des équipes agiles, en fait. C'est-à-dire à les laisser s'auto-organiser, à les mettre en confiance pour qu'elles puissent s'auto-organiser, effectivement.
Alors, je vais juste revenir sur évidemment le côté travail à l'échelle, parce que effectivement, il faut quand même répondre aux besoins d'équipes qui vont travailler ensemble pour faire un gros produit. Il y a des besoins de se coordonner, de se synchroniser entre équipes, qui nécessitent donc d'être quand même d'avoir des liens forts entre ces équipes. Donc moi j'ai pas mal expérimenté des choses qui étaient plutôt proches de less que de safe. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes dedans. Et ça reste difficile. Et maintenant, il y a une approche très intéressante qui apparaît depuis un an ou deux, qui s'appelle FAST. Donc FAST, c'est une approche assez radicale de travail en équipe, avec une grande équipe, en gros, qui peut atteindre, alors peut-être pas, enfin ils annoncent 150, mais voilà, c'est déjà pas mal, peut-être à une cinquantaine, dans laquelle il n'y a pas d'équipe fixe. Dans cette équipe, il n'y a pas de sous-équipe en fait fixe qui dure longtemps. Il y a des équipes qui vont évoluer, donc avec en fonction des opportunités de travail, et c'est basé sur la notion de forum ouvert, en gros avec des cycles très courts de l'ordre de 2 ou 3 jours en fait. Donc voilà, c'est une approche assez radicale du travail en équipe à l'échelle qui paraît extrêmement prometteuse. Ok, d'accord. Donc du coup, parce que la question de safe, et j'ai l'impression que par rapport, en fait, il y a la question de l'entité maximale sur laquelle tu te reposes. Là, tu parlais de 150 personnes, la question sur safe, c'est la taille des trains, etc. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'organisation, quand elles sont grosses, c'est la synchronisation entre ces équipes-là qui sont, imaginons, tu as des équipes de face marche très bien sur l'équipe A, enfin, ou un groupe de personnes, plus ou moins, si on appelle ça par équipe, un groupe de personnes de 150 personnes. On a dans une autre entité, on a ça. Mais en fait, ces deux-là, à un moment donné, ils doivent travailler ensemble pour se coordonner. Et c'est là où, en fait, j'ai l'impression que le gouffre est dans la partie comment on s'y prend, parce que du coup, c'est ça j'ai l'impression que ce que Safe essaye d'apporter, c'est en plus de la grosse équipe, donc type Fast, de comment fonctionner quand on est pas en mode 10, mais plutôt 100 ou 150. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, en plus, comment on se synchronise des groupes de personnes, de 150 personnes, pour aller dans un but commun, etc. Et du coup, c'est quoi ton point là-dessus? J'ai pas d'expérience de cette taille-là. Ça me paraît beaucoup. Enfin, je pense qu'effectivement il y a des besoins de se synchroniser. Donc les équipes sont capables de définir ensemble les façons de se synchroniser. C'est assez simple en agilité. Il y a des points de rencontre réguliers qui viennent avec ce qu'on appelle les rites. Donc par exemple, évidemment des équipes qui travaillent sur des produits, sur un même produit, elles font des revues avec des démos qui sont qu'elles font ensemble, donc des démos sur un produit sur lequel elles collaborent. Et voilà, donc c'est assez facile de se retrouver avec des points de synchronisation qu'on va définir pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir. Là, on est sur des problèmes de dépendance en fait, donc tous les problèmes. Alors, problème de développement logiciel, c'est aussi des dépendances, c'est de limiter les dépendances. Les problèmes d'organisation, c'est aussi de limiter les dépendances en fait. L'agilité est une réponse aux dépendances en essayant d'éliminer les silos qui créent des goulets et qui ralentissaient le flux. Donc là, l'idée d'équipe fonctionnalité, d'équipe feature, ça permet donc d'avoir des équipes qui sont capables de produire de bout en bout pour limiter les dépendances. Quand on travaille à plusieurs équipes, l'idée de base de l'agilité, c'est de faire des équipes fonctionnalité qui vont travailler chacun sur une partie du produit. Évidemment, il y a des besoins de synchronisation qui vont remonter et qui peuvent être traités assez simplement par des personnes des équipes qui vont se regrouper, des personnes de chaque équipe qui vont se regrouper pour traiter ces dépendances. Okay, donc il y a quand même une question. Enfin, moi, tu vois, de ce que j'entends, c'est quand même, il y a quand même, enfin, tu vois, c'est pas. Tu disais que t'as pas travaillé dans des tailles d'équipe, etc., et que c'est gros, etc. Enfin, les organisations, et d'avoir, tu vois, les organisations de plus de 2000 personnes, d'avoir des équipes de 100 personnes ici, 100 personnes là. Enfin, ça reste commun, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il y a de plus en plus de boîtes qui ont de plus en plus d'équipes impliquées, de grande taille.
sur des produits, projets, services que tu veux. Et donc du coup, cette difficulté de coordination commune, transverse, est de plus en plus présente. Et moi, ce que j'ai l'impression, par exemple, c'est un des changements qu'il y a aussi assez fort par rapport peut-être à l'an 2000, à la naissance du manifeste, c'est que comme tout se digitalise dans l'organisation de la société, les besoins en digitalisation explosent. Et donc, du coup, on a de plus en plus d'endroits dans les organisations où on fait du software. De plus en plus. Et donc, du coup, le nombre de personnes impliquées dans le software explose par rapport à une taille d'organisation qui pouvait avant être peut-être circonscrit à l'informatique, le machin, etc. Et en fait, c'est de plus en plus faux parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où les gens font de l'informatique, que ce soit des informaticiens ou non, via le no-code, via les intégrations, via là-dessus. Et donc, du coup, cette question de synchronisation entre équipes, elle est de plus en plus forte, j'ai l'impression. Et toi, tu parles beaucoup à l'intérieur d'une même équipe, comment on crée les conditions de travail efficaces, sains, de la qualité, qui produit de la qualité. Je ne suis pas sûr que le travail en grosse équipe augmente énormément, et qu'il y a véritablement une explosion en ce sens-là. Il y a toujours eu des gros projets dans les grosses organisations. La numérisation implique plutôt et c'était une idée de l'agilité, des petites équipes. On n'a pas besoin d'être de grosses équipes pour travailler sur un sujet. C'est mieux de travailler avec des petites équipes. Et bon, je mets plutôt en avant l'idée d'émergence, c'est-à-dire donc on travaille d'abord en petite équipe et puis on voit les besoins de synchronisation plutôt que de bâtir une structure a priori et en imposant aux équipes des façons de travailler. Voilà, pour le dire très rapidement en fait. On constate, on revient, alors peut-être encore plus avec l'IA maintenant, qui est un autre sujet, que ce qui est le plus efficace, c'est des équipes de taille raisonnable, de l'agilité, donc 5 personnes, que ces équipes et donc c'est d'abord ça qu'il faut mettre en place, et qu'ensuite les besoins de synchronisation ils existent effectivement. Il y a des dépendances, donc il y a des façons de travailler ensemble qui vont être mises en place par des communautés de pratiques, et puis effectivement il y a tout le problème des dépendances, notamment des dépendances techniques qui sont à prendre en compte et à régler, mais qui existent déjà dans un monde morcelé où souvent on va communiquer, on va travailler aussi à plusieurs entreprises sur des gros projets, donc ces besoins donc sont pas spécifiques de l'agilité, voilà. Et à mon avis, c'est pas ça qui va imposer qui permet de dire qu'il faut absolument utiliser des frameworks. Moi, je pense qu'on se comprend pas parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités. Toi, t'as un retour d'expérience et t'as un historique. Et moi, je peut-être gravite dans d'autres trucs. Je dis juste que, moi, je dis pas qu'il faut faire un framework. Je dis juste que il y a de plus en plus d'équipes dans une même organisation qui font du software, et que, en fait, il y a un vrai enjeu. Tu vois, par exemple, dans le manifeste, il n'y a pas de principe ou de valeur sur la synchronisation entre équipes. Tu vois, c'est pas abordé. Pourquoi? Parce que, à mon sens, en 2001, tu vois, quand tu le lis, ou alors je le comprends mal, c'est pas un des points importants. On parle beaucoup à l'intérieur d'une même équipe. Mais dans les faits, et aujourd'hui, dans les organisations, on a des équipes. Et donc, du coup, je dis juste que ce point-là, il est difficile, c'est un point épineux aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qui semble arriver dans le temps, là, c'est qu'il y a plein de gens qui s'engouffrent dedans en proposant des façons d'aborder cette problématique. Safe est une des façons d'aborder cette problématique. Je dis pas qu'elle est bonne, mauvaise ou autre, je dis c'est une. Mon point était plutôt de comprendre, toi, cette synchronisation entre équipes, comment tu l'abordais. Et j'ai du mal à comprendre à date la façon dont tu abordes ça.
Donc effectivement, dans le manifeste, on parle pas de ça. Oui, très bien. C'est venu plus tard dans l'agilité. Puis j'évoquais aux environs de 2010 qu'on a commencé à se poser des questions. Il y avait le Scrum de Scrum, qui existait, mais qu'il a fallu mettre en place. Et donc c'est arrivé à ce moment-là. Il y a eu plusieurs approches différentes. On évoque celle de Safe. Ok, très bien. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on peut faire autrement. Donc notamment en restant au niveau de l'équipe, en favorisant d'abord les initiatives d'équipe, et puis en laissant les équipes se synchroniser. Et donc j'ai évoqué aussi le FAST, qui pouvait permettre de répondre à ça. Mais ma position, c'est par rapport à ce que tu dis, où il y a de plus en plus d'équipes, et de développeurs. Très bien, c'est une bonne chose, mais ces équipes peuvent travailler toutes seules en agilité et se synchroniser comme elles le font actuellement, sans qu'on ait besoin d'autre chose. Donc elles peuvent démarrer comme ça. Bon, mais merci Claude, c'était super intéressant. Merci pour l'échange et merci pour la réflexion et la prise de recul sur tous ces changements qui prévus. Merci Bertrand pour les questions. J'essaye d'être curieux. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao.